Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateformes, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up. Rien n'est laissé de côté. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals, notre encyclopédie Larousse du cinéma, et j'ai envie de dire aujourd'hui notre maître Yoda. Eh ben salut, je suis très content d'être là. Et notre invité du jour, Thibaut Gomez-Léal, journaliste et chef de rubrique streaming, cinéma et séries pour Les Numériques. Bonjour. Salut. Nous avons le plaisir aujourd'hui de faire un gros plan sur la série Skeleton Crew, disponible sur Disney+, depuis le début du mois de décembre, la nouvelle série Star Wars. Notre rubrique Ne cherchez plus, soit une recommandation de Gauthier pour arrêter de scroller devant sa télé. Et Gauthier, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais vous parler de Tulsa King, qui est une série dont il existe déjà 2 saisons sur Paramount+. Et elle a pour héros notre acteur préféré à tous, Sylvester Stallone, une légende du cinéma, donc c'est super intéressant de le voir dans une série, être le premier rôle comme ça, c'est top. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine et vous pourrez retrouver en toute fin d'émission l'interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme disponible sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, on plonge dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec la nouvelle série basée sur l'univers étendu de Star Wars, Skeleton Crew. Cette série, diffusée sur Disney+, depuis début décembre, au rythme de 1 épisode par semaine, nous emmène dans une aventure galactique assez inédite. Imaginez, un groupe de 4 enfants se retrouvant perdus au fin fond de l'espace après avoir découvert un curieux vaisseau spatial sur leur planète natale. Dans leur quête pour rentrer chez eux, ils vont explorer des territoires inconnus, faire face à des dangers et se lier d'amitié avec des personnages hauts en couleur, dont Jod Nawood, interprété par Jude Law. Inspiré des classiques d'aventure des années 80 comme les Goonies, Skeleton Crew offre un mélange entre nostalgie et modernité. Cette première saison compte 8 épisodes et promet un équilibre entre action, émotion et découverte. Alors, est-ce que Skeleton Crew peut devenir la nouvelle pépite de l'univers Star Wars ? On en parle tout de suite et que la force soit avec vous. D'après toi, c'est quoi ? Touchez à rien. À quoi t'as touché encore ? On est perdu. On est vraiment perdu. Sois discret alors. On veut juste qu'on nous donne le chemin pour rentrer chez nous. Allez petit, envoie la monnaie. Wow. Où est-ce que vous avez trouvé un crédit de la Nouvelle République ? Par ici, vite. Je vous ramène chez vous, on serait un peu comme des associés. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je veux que tu prennes les commandes. D'accord. Avant toute chose, Gauthier, quand se déroule cette série dans toute la chronologie de Star Wars ? Pour ceux qui réussissent à garder une idée de cette chronologie en tête, on va dire que ça se passe donc juste après le retour du Jedi, quelques années après le retour du Jedi, si j'ai bien compris, et un petit peu dans la même temporalité que la plupart des séries qui sont sorties sur Star Wars, c'est-à-dire Le Mandalorian ou Ahsoka aussi se passe un peu à ce moment-là. Et Boba Fett, voilà, tout à fait. Alors, la série est développée par John Watts, c'est un peu le papa de la trilogie avec du MCU de Spider-Man, et on retrouve donc Jude Law en rôle titre. Moi, première question que j'ai envie de vous poser, je vais la poser à notre invité. Dès l'annonce du projet, est-ce que ce positionnement de la série, avec cette histoire de 4 enfants, plutôt en mode Goonies dans l'univers de Star Wars, est-ce que c'est un truc qui t'a interpellé ? Alors, c'est vrai que moi, on en a parlé un petit peu hors antenne, mais c'est vrai que en tant que fan de Star Wars, on est toujours un petit peu perplexe sur ce que nous sert Disney depuis quelques années en termes de séries et de production. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé ça, effectivement, c'est cette aventure un peu à hauteur d'enfant, avec perdu dans l'espace, et puis cette histoire avec ce Jude Law qui les aide sur le chemin, etc. Je vous avoue que ça avait au moins l'intérêt d'être différent du reste des productions, c'est-à-dire de celles qui brassent les Jedi et les Sith, de celles qui brassent, on va dire, des intrigues un peu plus sérieuses d'adultes. Là, on avait en tout cas, pour le coup, dès l'annonce du projet, une série qui était à hauteur d'enfant et avec des protagonistes dont on n'a pas forcément l'habitude de voir à l'écran, et en tout cas c'est ce qui m'avait moins intrigué dès le départ, donc ça m'avait un petit peu titillé, mais voilà, c'était plutôt sympa.
Alors Gauthier, du coup, question en rebond, mais la série, est-ce qu'elle parvient à trouver ce fameux juste équilibre dans la force entre son approche jeune spectateur et les attentes peut-être des fans de longue date ? Je pense que pour illustrer ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter, parce que en compagnie de notre invité Thibaut, on a vécu, lui et moi, une expérience assez particulière il y a une dizaine d'années. C'est que pour des raisons... Pour des raisons professionnelles, on a eu la chance d'être parmi les 2 premiers spectateurs du Réveil de la Force. On l'a vu quelques semaines avant sa sortie, alors qu'il n'y avait pas eu de projection de presse, etc. Et je me souviens très bien à quel point, lui comme moi, on en est sorti avec des étoiles dans les yeux. Je pense que 10 ans plus tard, son discours, comme mon discours, a un petit peu changé sur la saga Star Wars. Effectivement, depuis le rachat de Disney, on sent qu'il n'y a plus la cohérence d'un homme qui regarde tout et qui tient tout dans une seule et même direction. Donc Disney tire sur la corde et essaye des trucs avec Star Wars. J'ai rien contre, hein. Pourquoi pas essayer de faire la série révolutionnaire, la série avec un ton western. Pourquoi pas faire des films assez différents et de ce qu'on avait eu avant, et voir où est-ce qu'on réussit et où est-ce qu'on rate. Là, tu l'as très bien décrit, le programme, c'est Star Wars avec des enfants et un ton type les Goonies. Je vois quel ficelle marketing ça tire, surtout sur moi, mais je suis content qu'on essaye de faire ça. J'ai aucun problème avec la proposition. Je pense pas qu'on serve vraiment la soupe aux fans hardcore de Star Wars. Je pense qu'ils vont tous être contrariés, mais je pense qu'on continue de servir du Star Wars grand public au très grand public. Et dans ce sens-là, ça marche plutôt bien. Alors, au final, est-ce que Skeleton Crew explore des nouvelles thématiques vraiment, ou est-ce qu'elle s'appuie sur des ficelles au final quand même bien connues ? Entre guillemets, j'ai envie de dire que, mais comme le faisait The Mandalorian à son époque, qui revenait vraiment à une fin, qui parlait, qui avait cette ADN très westernienne, on va dire véritablement. Là, moi, ce que j'ai, on va dire, apprécié dans le début de ce qu'on a vu Skeleton Crew, parce qu'il faut le dire, on a vu pour l'instant 2-3 épisodes sur 8, donc c'est encore très peu. C'est compliqué d'avoir une image un peu complète de la série, mais c'est vrai que j'ai aimé en tout cas retrouver peut-être ce petit sentiment d'aventure, ce petit frisson de mystère qui était peut-être au tout début des Star Wars, où on savait pas trop où allaient ces 2 droïdes sur cette planète de sable, ou d'où venait ce contrebandier avec cet énorme singe à ses côtés. Il y avait ce petit mystère qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on découvre cet univers pour la première fois, et c'est vrai que Skeleton Crew, avec son monde de pirates, de planètes inconnues, de planètes mythiques, d'enfants un peu mal assortis, de héros un peu peut-être pas aussi clinquants qu'un Jedi ou qu'un Sith, et ben ça m'a redonné un petit peu foi, et ça m'a redonné un peu ce frisson que j'avais un peu perdu, et j'avoue que non, ça tire peut-être toujours les mêmes ficelles, mais ça revient à une ADN qui m'avait manqué, moi, personnellement. Mais surtout, il y a un truc qui est assez merveilleux, et peut-être pour démocratiser encore plus le discours qu'on peut avoir sur cette série pour les gens nos auditeurs qui ne connaissent absolument pas l'univers de Star Wars et qui s'en font une idée, mais très floue. Plus encore que les Goonies, c'est vrai que ça convoque la littérature du 19e. En fait, l'idée, c'est de faire l'île au trésor avec Star Wars, ni plus ni moins. Donc, c'est des enfants qui vivent dans un endroit nullissime de la galaxie. Ils s'ennuient. Le top du fun, c'est de faire du vélo, en gros, hein, comme dans les Goonies. Et ils jouent au Jedi comme les petits garçons et les petites filles dans les cours de récré. Ils jouent avec des faux sabres laser, en faisant le bruit avec la bouche. Exactement. Et le miracle de l'aventure va leur arriver, c'est-à-dire que ils vont avoir l'opportunité de partir sur un vaisseau pirate littéral et de rencontrer, alors ça va pas être Long John Silver, mais ça va être de rencontrer un robot qui est borgne et qui vit avec une petite créature dans sa tête, exactement comme le Captain Long John Silver vivait avec un perroquet. Et puis on va faire des rencontres, et on va rencontrer un type qui s'est fait abandonner par son équipage, exactement comme Cook dans l'île au trésor. Tout ça est complètement basé sur l'île au trésor, en fait. Donc c'est se laisser emporter dans ce type de récit-là, mais uniquement avec l'habillage Star Wars autour. Voilà. Est-ce que vous pensez que la série a le potentiel pour devenir un classique de l'univers Star Wars, ou est-ce qu'elle risque d'être assez vite oubliée face à des projets peut-être plus ambitieux ?
Ça, le temps nous le dira véritablement. C'est très compliqué. La série vient à peine de débuter. On a déjà très peu de recul sur Mandalorian, etc. Mais c'est compliqué de dire pour l'instant. Après, je pense que Star Wars, ses meilleures chances, c'est vraiment de sortir de cette saga Skywalker qui est éreintée. C'est d'aller dans des horizons dans lesquels on les attend pas forcément. C'est de tenter des choses. Parfois, ils se plantent, parfois, ils réussissent. Mais je pense que c'est leur meilleure carte à jouer. Et mine de rien, je trouve que dans cette série Skeleton Crew, il y a peut-être cette petite belle idée qu'il y avait à la toute fin des derniers Jedi de Rian Johnson, où il y avait cette micro-scène qui arrivait un peu de manière impromptue, où on voyait des gamins qui jouaient avec je sais pas si vous vous souvenez, ils jouaient vraiment avec des figurines de Jedi, ils étaient au fin fond de la galaxie, ils se faisaient engueuler par le propriétaire alien, et le gamin sortait pour aller balayer et regarder les étoiles avec littéralement de l'espoir dans les yeux. Et dans ces peut-être 30 secondes de Star Wars épisode 8 finalement sont peut-être liées à ce Skeleton Crew véritablement. On a les mêmes ingrédients et la promesse de Dernier Jedi se retrouve peut-être dans Skeleton Crew et c'est peut-être sa meilleure carte à jouer pour rester dans l'esprit des gens avec les années, mais ça, seul le temps nous le dira. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire et moi aussi j'avais fait le lien avec ces dernières minutes des Derniers Jedi. Je trouve ça toujours touchant, presque magnifique quand ce que Star Wars propose aujourd'hui, c'est de rappeler que tout ça est fait pour les enfants quand même. Hein, oui, c'est assez, de rendre à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire de rendre Star Wars pas aux fans, mais de rendre Star Wars aux enfants pour qu'ils puissent être dans un bac à sable avec ça et en faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors justement, tu me fais une superbe transition. Peut-on considérer Skeleton Crew comme une porte d'entrée pour une nouvelle génération de fans de Star Wars ? C'est clairement la note d'intention. Je pense que là, effectivement, je vois moi, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant de 5-7 ans, je pense que Andorre, il serait un petit peu sceptique face à ça. mais oui, non, effectivement, je pense que c'est clairement la note d'intention de créer une nouvelle génération, en tout cas de l'accueillir à bras ouverts, parce que pour l'instant, les séries live de Star Wars ont été assez adultes, assez sombres, et Star Wars se retrouve quand même dans une situation un petit peu délicate qui est que ils ont mine de rien évacué tous les personnages clés de leur saga sur les derniers films et qu'il leur reste très très peu de personnages autour desquels construire. Il y a Rey, t'as Baby Yoda et Mandalorian, mais c'est vraiment vraisemblablement tout ce qu'il leur reste. Donc ils ont tout intérêt, on va dire, à recréer leur propre petite partie de bac à sable pour l'avenir. Mais c'est encore plus frappant sur moi, c'est-à-dire que j'ai regardé les 2 premiers épisodes tout seul, j'ai immédiatement regretté de les avoir regardés tout seul. J'ai un petit garçon qui a l'âge de voir ça, et je me suis dit, mais c'est parfait pour lui. Alors, il y a une couche supplémentaire qui est que moi, je suis la cible, je suis le bon con parfait pour cette série, parce que moi, quand j'étais enfant, j'aimais les Goonies, et que les Goonies, je suis déjà en train de le transmettre à mon fils. Du coup, tu me dis Star Wars plus les Goonies, là, j'ai envie de faire un salto arrière et donc je suis absolument le parfait client pour ça, quoi. Est-ce que malgré tout le côté spectaculaire est de la partie ? Oui, mais c'est peut-être pour la première fois un truc qu'on s'attend pas trop à avoir à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des beaux passages dans l'espace. Il y a un moment où on arrive sur une sorte de port pirate où c'est un peu... tu disais, Tortuga de l'espace. C'est ça, c'est un peu l'île de Tortuga, mais c'est dans l'espace et donc les enfants sont en train de déambuler là-dedans et tout est très dangereux et évidemment et tout ça. Je sais pas si c'est vachement pay-off en termes de production, mais tu te dis, il y a des idées amusantes. En tout cas, c'est pas ennuyeux une seule seconde. Hein, ce que déjà les 3 derniers films de la saga Skywalker avaient parfois oublié de faire. Donc il y a beaucoup de rythme. C'est des épisodes courts, hein, il me semble. Il me semble que le premier fait 45 minutes et que le deuxième, on est déjà sur plutôt 30 minutes. Je trouve, moi, ce qui marche, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, mais ce qui marche sur moi, c'est que je me dis, si j'étais dans cette bande de potes d'enfants, j'aimerais bien être pote avec eux, au fait. J'aimerais bien être pote avec ce petit éléphant bleu qui est trop mignon et tout. Enfin, ils sont tous assez bien... leur personnalité est bien écrite, quoi. Ils sont assez bien écrits. Après, est-ce qu'ils sont bons acteurs ? C'est toujours difficile avec des enfants. Mais il y a une dynamique. C'est plus en termes de dynamique que ça fonctionne bien qu'en termes visuels, on va dire. Oui, c'est des archétypes qui fonctionnent bien, qui ont fonctionné à l'époque des Goonies. On retrouve la rebelle, on retrouve le jeune garçon un petit peu pâteau, on retrouve son ami un petit peu rigolard drôlatique, on retrouve le cerveau, on va dire, de la bande qui est
malheureusement encore dans le trope, c'est une asiatique. Mais bon, ça, malheureusement, ça n'avance pas beaucoup. Mais oui, les archétypes fonctionnent toujours aussi bien. C'est des archétypes qui fonctionnent depuis des décennies, donc pourquoi pas. Et pour avoir vu le 3e épisode, il y a vraiment une envolée, on va dire, des belles idées visuelles. Il faut rappeler que l'un des atouts de cette série, c'est que les 8 épisodes sont réalisés par quand même 8 réalisateurs assez intéressants. Alors oui, il y a certes John Watts, mais il y a aussi David Lowery, il y a aussi les Daniels, il y a aussi Bryce Dallas Howard. Ouais, c'est ça. Donc ils sont quand même allés chercher pas n'importe lesquels. On sait que ces identités ont tendance à être un petit peu happées par la franchise Star Wars, à disparaître derrière le vernis Star Wars, mais en tout cas, la proposition est intéressante et le 3e épisode est à la hauteur, on va dire, de la promesse des 2 premiers, entre guillemets, c'est tout ce que je peux dire. En plus, je pense que pour une fois, c'est peut-être pas hyper intéressant pour cette série-là d'insister sur la production, si tu veux. C'est quelque chose qui, quand même, se destine aux enfants. Dans Andor, comme ça se destine aux adultes, c'était normal que tu aies en plein milieu cet épisode de dingue où il se passe le truc qui s'appelait The Eye, et on en prenait plein la vue, on se disait « Waouh, c'est beau », etc. Peut-être que les enfants, c'est moins préoccupé par ça. Je sais pas si vous vous souvenez de la grande révélation finale des Goonies, mais à un moment, ils plongent tellement dans les égouts qui sont en dessous de chez eux qu'ils finissent par arriver dans un grand bassin. Et on avait tenu sur le tournage le secret aux enfants pour qu'ils puissent se retourner et découvrir le bateau pirate, qui est un bateau pirate en carton-pâte. Mais on voit quand même dans l'œil des enfants une sorte d'étincelle de « Waouh, c'est Disneyland, c'est super !» Et c'est ça qui fait une belle scène de fin. Je pense qu'on est plus sur ces attentes-là avec cette série. Il suffit finalement d'un peu de décor et d'esbrouf pour que les enfants rentrent dedans et que ce soit chouette. Donc voilà, c'est plus la dynamique sur laquelle on insiste. Oui, et puis l'un des personnages, ça reste une sorte de loup-garou. Oui. Une race extraterrestre Oui, c'est vrai. iconique de Star Wars, mais qui était un peu passée sous silence au fur et à mesure des adaptations. Dernière question, est-ce que vous pensez que la série a de quoi rivaliser avec les autres productions jeunesse des plateformes qu'on peut voir comme Wednesday ou ce genre de choses ? C'est compliqué de comparer, parce que quand on compare effectivement ces séries, on va comparer forcément des plateformes de streaming, et comparer Disney+, à Netflix, on est sur 2 univers complètement différents. J'ai l'impression que Netflix a un cœur de cible qui est légèrement plus âgé, on va dire, que celui de Disney+, qui est sur du 15-34, mais Netflix a un côté vraiment teen, vraiment dans son ADN. Là, Disney+, sur cette série-là spécifiquement, on serait peut-être plus, comme tu le disais, Gauthier, sur du 7-8 ans, peut-être sur du 14, etc., etc. Et peut-être les fans hardcore qui, eux, vont aller piocher à droite à gauche. Donc, le comparer directement à Stranger Things ou à un mercredi, je pense il y a un petit décalage de cible, et je pense que c'est même pas l'objectif de Disney+, parce que ne serait-ce qu'en termes de plateforme de streaming, ils sont vraiment pas sur le même niveau. Et en plus de ça, c'est une série Skeleton Crew qui a l'avantage et l'inconvénient d'avoir Star Wars marqué dessus. C'est-à-dire que, évidemment, tous les fans vont y aller, donc ça c'est cool, mais ça se limite à la communauté des fans, alors que mercredi ou Stranger Things, ça fait appel à tout nostalgique, c'est-à-dire toute la population du monde, en gros, quoi. Mercredi, c'est pareil, c'est des trucs qui deviennent des phénomènes viraux. On sait pas, c'est quand même... ça paraît peu probable que Skeleton Crew ait comme ça une espèce de répercussion virale qui contamine toute la jeunesse du monde, quoi. Mais encore une fois, ça garde le label Star Wars, qui est un label très très fort. Et je voudrais juste ajouter qu'on n'a pas trop parlé de Jude Law. Et moi, juste l'idée de mettre Jude Law dans l'univers Star Wars, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça marche vachement bien. Il a un côté un peu héros aux yeux bleus, un peu premier degré, même si je me doute bien qu'il va jouer un truc plus ambivalent dans les épisodes à venir. Mais il a comme ça ce physique assez simple d'un acteur de cinéma classique. Je trouve que dans le contexte de Star Wars, ça fonctionne parfaitement. Donc ça m'enthousiasme beaucoup. Il y a une belle élégance, je trouve. Merci à tous les deux. Je rappelle que Skeleton Crew est disponible depuis début décembre en exclusivité sur Disney+. On va laisser maintenant cette galaxie lointaine, très lointaine, pour la reco du jour, qui va nous inviter à Tulsa, dans l'Oklahoma. C'est la chronique Ne cherchez plus par Gauthier. Aujourd'hui, focus sur une série qui mélange mafia et humour noir, on va dire Tulsa King, une création explosive de Taylor Sheridan. Encore lui, c'est Monsieur Yellowstone, Son of Anarchy et bien d'autres. Gauthier, raconte-nous, qu'est-ce que c'est que cette série ?
Déjà, c'est une série qui met en scène Sylvester Stallone dans le premier rôle. Et ça, c'est vraiment le truc le plus enthousiasmant que j'ai jamais entendu de ma vie, j'ai l'impression. Et c'est une série qui se passe dans l'univers de la mafia italienne aux États-Unis. Il s'agit d'un personnage qui est joué donc par Sylvester Stallone, qui est allé en prison pendant plusieurs décennies pour porter le chapeau d'un crime de la mafia. Il a rien dit, il a gardé son secret motus et bouche cousue pendant toutes ces années de prison. Donc normal, quand il sort, il veut que sa famille de mafia lui donne un joli poste et le récompense, si tu veux. Et au lieu de ça, on l'envoie à Tulsa, donc au fin fond du rien de rien de rien. Si on prend un point en plein centre des États-Unis, je pense que c'est à Tulsa qu'on pense. Et on l'envoie là-bas en lui disant « On a une mission de confiance pour toi, on voudrait que tu fasses grandir la mafia là-bas. » Lui, il comprend bien, il comprend tout de suite qu'on est en train de le mettre au placard et que c'est dégueulasse, quoi. Sauf que, comme il est super compétent en tant que mafieux, il va aller à Tulsa et au lieu de rien faire, il va vraiment faire monter la mafia là-bas et il va devenir une sorte de parrain local de plus en plus important. Il se met sur le trafic de la marijuana, c'est ça son truc. Et très vite, ce qui était un placard à mafia devient au fait un truc hyper méga profitable. Et ça commence à faire jaser à New York parce qu'on se dit « Ah merde, on a fait une connerie en l'envoyant là-bas. » Finalement, le mec est super compétent. Ça fait jaser à Tulsa parce qu'évidemment, il y avait déjà de la criminalité à Tulsa et que lui est en train de prendre le pas sur tout ça. Monsieur Manfredi, vous êtes accusé de tentative de corruption d'un agent fédéral. Que plaidez-vous ? Non coupable, monsieur. La caution est fixée à 3 millions de dollars. Et le revoilà. Pourquoi, t'en doutais? On montre quelque chose qui pourrait très bien devenir une affaire tout ce qu'il y a de plus honnête. Il faut voir très grand. Qu'est-ce que t'y connais aux éoliennes? Je sais qu'elle tourne déjà. Accrochez-vous, on est reparti. Ce Manfredi, il va poser problème. Parle-moi de lui. Il s'approche dangereusement de nous. La compétition, c'est ça. Eh bien, tout dépend de qui on a en face. Il y a un problème. Donc, c'est très enthousiasmant de voir Sylvester Stallone dans ce rôle de gangster, mais dans le milieu de la marijuana, parce que ça rajoute une couche de série de stoners un peu débiles avec un humour. Parfois, on voit Stallone défoncer dans cette série. Voilà, il a fumé un coup de trop. Du coup, il est à l'arrière de la voiture en train de parler comme ça. C'est marrant. On n'a jamais vu ça de Sylvester Stallone. Et en plus, ce que j'aime énormément chez cet acteur, c'est que quand tous ses congénères qui ont son âge font tous des trucs crépusculaires ou ont tous un discours sur « Ah mon Dieu, je vais bientôt mourir, mon corps se dégrade, etc. » Sylvester Stallone, il fait jamais ça. C'est-à-dire que le rôle qu'il tient dans cette série, il pourrait avoir 25 ans de moins et le tenir quand même. Il y a des épisodes où on le voit faire de la muscu et on se dit « Mais c'est encore une masse alors qu'il va avoir 80 ans, quoi. » Quand il menace quelqu'un de lui foutre un poing dans la gueule, tu te dis tu arrêtes tout de suite ce que tu fais là, c'est Sylvester Stallone, tu l'emmerdes pas. Donc il y a un côté aucun vieillissement sur cet acteur qui reste tel qu'il est et qui il est pas en train de nous parler, vous vous souvenez quand j'ai fait Rocky et Rambo, c'était il y a si longtemps et tout, il nous parle jamais comme ça. Il s'adresse toujours à nous en plutôt même en nous parlant d'avenir. Donc ça c'est assez chouette. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher dans la saison 1, par exemple, de le faire avoir une liaison avec un personnage qui est 40 ans, 30 ou 40 ans de moins que lui, mais c'est pour mieux avoir un discours là-dessus dans la saison 2 où ils disent « Non, quand même, ça c'est pas possible, faut arrêter » et tout ça. C'est une comédie qui a l'avantage d'être... Enfin, c'est une comédie. C'est une série qui a l'avantage d'avoir un vrai côté comique, un vrai côté actionneur, et quelques cordes dramatiques très apparentes. Si on veut lui reprocher un seul truc, et c'est vrai qu'on peut le lui reprocher, c'est que c'est un peu too much American. Hein. T'as un peu l'impression d'écouter une chanson de Bruce Springsteen qui dure des heures. Qui dure 2 saisons de 10 épisodes. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un peu l'impression de regarder tout ça en portant toi-même une chemise à carreaux et tout. Donc Taylor Sheridan. Ouais, c'est ça. C'est hyper Taylor Sheridan. Mais pourquoi pas pousser le vice jusqu'à se mettre un
un grand chapeau texan pendant que tu regardes ça peut être très sympa. Thibaut, est-ce que c'est le genre de... Tu t'as regardé un petit peu Non, ou... j'ai pas eu l'occasion effectivement de voir The Sacking, mais on a dit beaucoup de bien et le fait déjà qu'elle ait 2 saisons sur Paramount Plus en général, c'est bon signe. Voilà, donc mais tu viens de confirmer les bons retours que j'avais et elle est sur ma liste véritablement. Je rappelle que c'est sur donc Paramount Plus, effectivement. C'est à conseiller si on a aimé quoi, par exemple? Plutôt des trucs de mafia ou plutôt des trucs un peu drame, comédie C'est une bonne question. Attends, je vais essayer d'improviser un truc pour te schématiser. Les Sopranos, peut-être? Ouais, il faut se représenter un mélange des Sopranos. Donc il y a un peu des Sopranos, mais c'est les Sopranos en moins hardcore, c'est-à-dire que tu plonges moins dans l'univers de la mafia crasse-pouille. Ça reste Sylvester Stallone, hein. Le ton des films avec Sylvester Stallone, ça reste en général assez bon enfant, sauf peut-être la saga Rambo, mais c'est la seule. Donc on serait dans un Les Sopranos un peu plus bon enfant autour de la marijuana, et ça marié avec l'univers des films de Kevin Costner, en gros. Ça serait un mélange des deux, voilà. Et si vous aimez voir, je sais pas, des bastons de bikers dans des diners au fin fond de l'Amérique profonde, avec des enjeux... t'as envie de dire, c'est à la fois des enjeux de mafieux, mais c'est des enjeux un peu ridicules, quoi. Qui va tenir le commerce de la marijuana à Tulsa? On s'en fout, tu vois. C'est un prétexte. Mais c'est un prétexte pour voir plus de Stallone, et plus de Stallone, c'est toujours sympa. Merci beaucoup Gauthier pour cette recommandation. On enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Prenez vos agendas. Et cette semaine, du 9 au 15 décembre, évidemment, quelques sorties notables, une petite sélection. Ça commence dès le 10 décembre avec Secret Level sur Prime Video, une nouvelle série de science-fiction anthologique basée sur des univers de plusieurs jeux vidéo. C'est une série créée par Tim Miller, donc c'est le monsieur qui est derrière Love, Death and Robots, et c'est inspiré de plusieurs licences du jeu vidéo, comme entre autres Warhammer 40 000, Pac-Man, God of War, Mega Man ou Ghost of Tsushima. Alors, il y a 15 épisodes, je vais pas tous vous les faire. J'ai parlé des plus connus par rapport aux épisodes. Est-ce que, Gauthier, Love, Death and Robots, c'est pas forcément ce que toi tu regardes en priorité, mais il y a quelques titres de jeux vidéo là-dedans, je sais que tu les as essayés. Ouais, bien sûr. Ça me rend un petit peu curieux, ton programme. Et en même temps, je me demande s'il commence pas à y avoir une petite frénésie autour des plateformes et du jeu vidéo, parce que Arcane, ça marche très très bien, etc. On aura l'occasion d'en reparler probablement dans une prochaine émission. Donc, j'aime bien la proposition. En même temps, je vois qu'il y a une tendance qu'on essaye de choper. Bon, voilà. Thibaut, est-ce que t'es plus client ? Alors moi j'ai vu les 4 premiers épisodes et je suis assez fan de Love, Death and Robots. Je suis assez fan de ce que propose Tim Miller, parce qu'encore une fois, en général, ces anthologies animées permettent en général de faire des petits pas de côté, de proposer des trucs un peu visuellement intéressants, et puis le monde du jeu vidéo est un bac à sable intéressant. J'aurais tendance à regretter une sorte de... C'est un peu trop homogène en termes de style et de DA. Tous les épisodes se ressemblent un petit peu trop à mon goût. Et c'est peut-être moins intéressant que d'autres anthologies du même type comme Vision, Star Wars Vision ou même Love, Death and Robots. Donc voilà, c'est peut-être pas effectivement au niveau des franchises qu'elle adapte, mais ça arrivera sans doute les fans de jeux vidéo. Le 11 décembre sur Disney+, la maison vous propose Rêve Production. Rêve Production, qu'est-ce que c'est ? C'est une mini-série de 4 épisodes dérivés de l'univers du film Vice Versa. Alors, juste en 4 épisodes, c'est une série qui se déroule à mi-chemin entre les deux films, et on est dans l'esprit du personnage principal de Riley, et plus précisément dans le studio qui produit les rêves de la petite fille. Et donc on se retrouve à travers une fausse boîte de production à essayer de recomposer les souvenirs du jour dans un temps imparti pour faire la meilleure production possible, mais avec le moins de budget possible et le moins de ressources possibles, ressources mentales. Vice versa, c'est un grand classique. Est-ce qu'une petite série adaptée autour de ça pour Noël, c'est pas une bonne idée chez Disney+? Alors non seulement oui, 1000 fois oui, mais en plus de ça, je me souviens que quand j'ai vu Vice Versa il y a 10 ans donc maintenant, ce moment du studio de production des rêves de Riley avait provoqué en moi un fou rire, et quand je le reconvoque dans ma tête 10 ans après, je ris toujours autant, quoi, que comme si je découvrais cette scène. Donc pour tous les fous rires que ça m'a apporté depuis 10 ans, oui, pitié, je veux voir ça.
Le 11 décembre toujours, et toujours sur Disney+, un documentaire en 9 épisodes, une série en 9 épisodes qui s'appelle Ne dis rien. C'est une mini-série dramatique basée sur le best-seller de Patrick Radden Keefe qui explore les événements marquants du conflit nord-irlandais, qui s'est enraciné dans l'histoire des fameux Troubles, la période la plus tragique de l'Irlande du Nord. La série suit l'enlèvement et le meurtre de Jean McConville, une mère de 10 enfants, tout en retraçant les répercussions des violences politiques. L'intrigue plonge au cœur de ces divisions, des sacrifices et des silences qui ont marqué cette période. Comme quoi, même sur Disney+, il peut y avoir 2 salles et 2 ambiances. Ça, c'est les productions FX de Disney+. Tout à fait. Ils sont très très contents d'avoir ça dans leur catalogue. Ça permet de sortir un peu de leur prod original Disney+. Voilà. Ça doit être assez prestigieux comme programme. J'en ai rien vu, moi, pour le moment. Ça me rappelle juste que quand j'étais petit, l'Irlande du Nord et ces conflits-là, c'était partout, à la télé, au cinéma, c'était tellement partout que quand on me propose de m'en resservir une louche, j'ai un peu du mal à y aller, mais bon, enfin, si les retombées sont bonnes, je regarderai ça comme tout le monde, bien sûr. Le 11 décembre, sur Netflix, une série en 6 épisodes, 100 ans de solitude, adaptation du roman mythique de Gabriel García Márquez de 1967, qui était lauréat du prix Nobel de littérature en 82. Le roman s'est vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, a été traduit dans plus de 40 langues. Alors, c'est une histoire un petit peu complexe, puisqu'elle raconte l'histoire de la famille Buendia sur plusieurs générations, dans la ville fictive de Macondo, en Colombie, un lieu où se mêle la réalité magique et drames humains à travers cette saga familiale. L'œuvre explore les thèmes de l'amour, de la solitude et du destin, tout en offrant une réflexion sur le temps et la mémoire. Est-ce que vous aviez lu le livre, peut-être, pour savoir à quoi s'attendre ? Malheureusement, non. Effectivement, c'est un classique de la littérature, mais ça montre effectivement que j'ai des livres à rattraper. Et je pense que ça me donnera plus envie de rattraper le livre. Il ne veut pas me spoiler en série, véritablement. Mais... C'est toujours un petit peu difficile avec des classiques de la littérature qui sont de tels classiques de la littérature. Ça finit... On en entend tellement parler dans sa vie que ça a un côté repoussoir pour finir. Ah putain, encore 100 ans de solitude. Il y en a marre de 100 ans de solitude, parler d'autre chose. Mais la bande-annonce fait un peu rêver, quand même. Le livre est très, un peu mythique, magique, ésotérique. Ouais. Il y a quelque chose où on perd ses repères et je ne sais pas si la série saura bien le retranscrire. Il y a beaucoup de personnages qui ont le même nom, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ils ont a priori à peu près le même physique tels qu'ils sont décrits par l'auteur. Donc voilà, on est vraiment, je vois, entre les amours impossibles, une guerre sanglante et absurde et la crainte d'une terrible malédiction qui condamne toute cette famille justement à 100 ans de solitude. Bah oui. Mais en tout cas, c'est ce que les images que j'ai vues de la bande-annonce promettent. Réussir à restituer ce climat étrange. Le 13 décembre, toujours sur Netflix, une série en 10 épisodes qui s'appelle 1992. C'est un thriller politique de Alex de la Iglesia, qui est connu pour tous ses films de genre en Espagne. Et donc ça se déroule dans le contexte tumultueux de l'exposition universelle de Séville au début des années 90. C'est un polar, c'est un thriller où on retrouve une enquêtrice et un vieux flic alcoolique qui sont sur les traces d'un serial killer qui brûle des gens. Et on retrouve à chaque fois la mascotte de l'exposition universelle à côté des victimes. Voilà, c'est le pitch de départ. Est-ce que l'ambiance de Alex de la Iglesia, c'est peut-être pas la meilleure pour Noël Alors, on est toujours curieux d'une production de Alex de la Iglesia. Après, il faudra voir effectivement s'il a eu toutes les libertés de faire ce qu'il voulait avec le tampon Netflix sur le front. Ça me rend curieux, tout à fait. Et puis, ça me donne envie de voir une série avec La Frige, peut-être. Un tueur à la frige, peut-être dans quelques années, qui poserait une frige à côté de chaque meurtre, je ne sais pas. Moi, je suis toujours très attaché pour des raisons personnelles à la ville de Séville, donc la voir en décor dans une série, absolument. En revanche, Alex de la Iglesia, je suis toujours content de le retrouver. J'espère qu'il n'entendra pas ce que je vais dire dans 2 secondes, mais il me fait toujours un peu penser à ce pote avec lequel on adore passer des soirées qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qui fait toujours des blagues ultra vulgaires, crasse-pouille et tout ça. Et c'est surtout ce pote-là qui, au bout de 2 pintes, est ivre-mort debout sur le bar, a baissé son pantalon devant tout le monde, et toi t'es là genre « Ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Donc il a un côté hyper jusqu'au boutiste comme ça, Alex de la Iglesia, qui parfois est un petit peu embarrassant, voire très embarrassant. Et
parfois aussi très flamboyants. Donc voilà. Un peu comme Robert Rodriguez. C'est ça, oui, tout à fait, oui. Et dernière sélection, toujours le 13 décembre sur Netflix, Carry On, c'est un film. Là, on est sur un film de Noël. En tout cas, si Piège de cristal est un film de Noël, on est sur un film de Noël. Pourquoi ? Parce que c'est un thriller donc avec Taron Egerton et Jason Bateman qui est très inspiré par Piège de cristal. Je vous fais le pitch. Ethan est un agent de la sécurité des transports américains. À la veille des fêtes de fin d'année, l'aéroport où il travaille est particulièrement animé. Un mystérieux voyageur le contacte et lui demande de faire passer une valise en douce. En cas de refus, le voyageur prévient Ethan qu'il s'en prendra à sa petite amie et aux milliers de voyageurs de l'aéroport. 58 minutes pour vivre. C'est quasiment ça. Sauf que l'avion est sur le sol, finalement. C'est un mélange entre les deux premiers Die Hard, clairement. Ouais. Et le réalisateur ne s'en cache pas en expliquant que son héros est pareil que l'était John McClane dans Piège de cristal et 58 minutes. Un monsieur tout le monde dans une situation extraordinaire. Moi, je vois aussi une petite vibe là quand tu revois Taron Egerton avec sa chemise bleue rentrer dans le pantalon et son regard sérieux. Je revois JCVD dans Mort subite dans son match de hockey où pareil, il y a un match qui est en plein train de se dérouler et lui il est garde du truc et moi j'ai vu ça, j'étais là genre mais c'est complètement ma cam, c'est complètement ce qu'en plus j'adore Taron Egerton, je trouve que c'est un acteur formidable et je me dis Noël, Taron Egerton, ce genre de plot complètement teubé mais formidable en même temps, moi j'y vais à blinde et je suis complètement client et j'ai hâte d'être le 13 décembre pour découvrir ça. Ce sera tout pour aujourd'hui, merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous, je te propose de rester assis bien confortablement sur ton siège car tu vas passer à l'interrogatoire habituel de fin d'émission, c'est l'interview originale de Thibaut Gomez-Léal. Thibaut, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? J'ai envie de dire les films, tout simplement. Films et documentaires, les deux. Quel type de contenu aimerais-tu avoir sur une plateforme, mais qui n'existe pas aujourd'hui ? J'aimerais bien plus de documentaires, j'avoue. Il y en a déjà pas mal. Le streaming a quand même pas mal aidé à diversifier ça, mais il y a tellement de choses très très différentes déjà en télé-réalité, en scripted, unscripted, tout ce qu'il faut, qu'en vrai, je crois que tout est déjà là. Non, tout est déjà là véritablement. Tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour des séances de rattrapage ? Fond de catalogue. Il y a des grands monolithes comme ça de la culture pop que j'ai pas encore vus. Et c'est vrai que je suis content de les avoir en streaming, ouais. Est-ce que malgré tous les abonnements que tu peux avoir, tu loues encore des VOD par exemple ? Je trouve que le format VOD est un format sous-estimé parce qu'il correspond à une certaine utilisation et une consommation des films et des séries. Et donc il est là pour certaines personnes et un certain public. Moi, j'utilise très très peu. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que tous les films et les séries ne sont pas sur les plateformes de streaming. Il y a des films qui sont invisibles et que la VOD, c'est toujours bien de l'avoir. Quel est ton rapport au cinéma en salle ou à la télévision même, depuis que tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Le cinéma reste une expérience unique et une expérience culturelle, sociale, humaine, un petit peu absurde. On est une centaine de personnes à regarder dans la même direction pendant 2 heures. Le concept est un petit peu absurde et les lumières qui bougent. Donc non, c'est une expérience unique et qu'il faut préserver et je trouve que c'est tout à fait complémentaire du streaming qui arrive après. Mais toi, tu n'as pas ressenti de chute de ta consommation de cinéma avec le streaming ? Alors moi, j'ai un métier qui, entre guillemets, qui fait que je vois beaucoup de séries et je vois beaucoup de films et, entre guillemets, pour mon travail, j'ai quand même une habitude assez régulière d'aller en salle. Alors, d'aller en salle dans des projections qui sont parfois réservées à la presse, donc c'est c'est une autre expérience encore tout à fait. Mais du coup, non, je suis encore assez souvent dans les salles de cinéma, ouais. Ça, je confirme qu'une projection de presse, c'est pas du tout c'est comme pas aller au cinéma. Moi, j'ai fait une projection de presse récemment. C'est vraiment une expérience humaine très particulière. C'est à la fois une projection d'un film et à la fois un pince-fesse. C'est un peu les deux. Et j'ai fait Vaiana 2 en jour d'ouverture à OAL. C'était une expérience particulière, sport, mais c'est ce que c'est le cinéma, quoi. Qui regarde le plus les plateformes chez toi ? Moi. Je suis tout seul. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, c'est quoi ton support favori pour regarder des contenus ? Ordinateur sur mon canapé. J'ai une télé, mais parfois effectivement je regarde à la télé dans mon salon, mais parfois effectivement ordinateur dans mon lit, très bien aussi. Est-ce que les productions de plateformes sont un sujet de conversation avec tes proches en dehors de ta vie professionnelle ?
Oui, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est très curieuse et consommatrice de programmes sur les plateformes, et y compris sur des plateformes de streaming gratuites, c'est-à-dire France Télé, Arte et TF1+, etc., qui sont également des plateformes qui sont là et que peu de gens parfois ont en tête. Alors, il se trouve que nous, par exemple, on ne les traite pas parce que, déjà, il faut limiter un corpus, et on a décidé pour le moment, ça peut changer, de ne pas les traiter, parce que c'est encore beaucoup de contenus qui sont diffusés en télé linéaire. Bien sûr. Donc, pour le moment, on se contente des originals. Des pure players. Voilà. Alors, question business. Comment tu récompenserais les productions, justement, de plateformes ? Tu créerais des catégories dans des cérémonies qui existent, ou tu créerais une cérémonie dédiée, par exemple, ou d'autres choses, Ah non, là c'est des productions sérielles, c'est des séries, donc elles ont tout à fait leur place dans les Golden Globes et les Emmy Awards. On va dire que les récompenses et les cérémonies de récompenses ont toujours suivi leur temps, y compris dans les années 20, les années 30, etc. Donc c'est normal que les cérémonies se mettent maintenant au streaming, et le streaming est mine de rien les nouveaux outils et le nouveau passage obligé. Mais pour les films, par exemple. Pour les films, je dirais que c'est la même, en fait. C'est des longs métrages. J'adorerais effectivement qu'en France, on règle cette question très très délicate de la chronologie des médias, et que de cette fenêtre cinéma qu'à mon sens il faut absolument préserver. Les Américains ont réglé la question. Netflix se réserve à chaque fois une semaine ou deux pour ces films qu'ils ont envie d'envoyer aux Oscars, etc. En France, c'est un petit peu plus délicat, mais il y a des films de plateforme qui sont formidables, et je vois pas l'intérêt d'avoir des frontières complètement imperméables entre les deux mondes, parce que ça reste de la création de longs métrages, et les créateurs et les talents l'ont tout à fait compris. D'ailleurs, on voit régulièrement des réalisateurs et des talents intéressants aller faire des choses sur le streaming. C'est une évolution d'industrie qui faut pas cloisonner, ce serait dommage. Et enfin, dernière question, quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Eh ben, je crois que mais ça va avec l'âge que j'ai, mais c'est vrai que je trouve que Canal+ fait quand même des choses assez formidables avec ce qu'elle a en comparaison, on va dire, des gros mastodontes américains. Il faut rappeler effectivement que Canal+ est un mastodonte français, donc dans l'échelle locale, Canal+ écrase tout le monde et fait un peu sa loi, mais dans l'échelle mondiale, je trouve qu'elle arrive tout à fait au niveau, en termes qualitatifs, de Netflix, de Prime Video, de Disney+. Et puis quand on fait le bilan de l'année, ils sont arrivés avec quand même des choses assez formidables, et notamment je pense à Hippocrate saison 3 qui était vraiment encore excellente. Et ils arrivent comme ça à avoir comme ça des jolies productions d'Argent et de sang, des choses comme ça. Donc non, je trouve que Canal+, et avec leur avantage qu'ils ont à la chrono des médias de proposer des films de cinéma 6 mois après la sortie salle, et avec leur création originale, je trouve que c'est en tout cas la plateforme qui me sait le plus, notamment qu'ils ont dans leur besace Paramount+, Apple TV+, ce qui n'est pas négligeable. Ils ont ce pouvoir d'être un agrégateur de services, ce qui est assez smart dans une période de multiplication des plateformes. Alors, je rappelle simplement que Canal+, donc, est en train de se détourner de la TNT. Sa fenêtre dans la chronologie des médias risque de changer à partir du début de l'année prochaine. Donc, on est peut-être en présence, effectivement, d'une plateforme française, de quelque chose qui va de plus en plus vers cette forme plateforme. Pour le moment, on ne traite pas Canal+, pour le moment, dans cette émission, parce qu'il diffuse encore à la télévision traditionnelle, mais on sera peut-être amené prochainement, effectivement, à les Canal+, inclure. MyCanal, évidemment, qui est leur plateforme de streaming, bien sûr, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut. Merci à vous. Mais c'était Original saison 1, épisode 6. On remercie notre invité, donc Thibaut Gomez-Léal. Je rappelle, chef de rubrique streaming, cinéma et séries pour les numériques et journaliste. Et Andou à la production. Merci, Andou. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.